Bonsoir à tous, merci. Je vais parler non pas en tant qu'AXA, mais en tant que président de la commission TIC de l'Académie des technologies, pour deux raisons. D'abord parce que le travail est essentiellement influencé par notre groupe de travail à l'Académie. On prépare un document sur l'impact de l'IA après en avoir fait un sur l'impact du big data. Et aussi parce que ça me donne une certaine liberté de ton et que je vais pouvoir me permettre de dire un petit peu comment je vois les choses. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais être assez rapide, mais vous pouvez m'interrompre. Je vais partir de la première question que tout le monde se pose, qui est quel est l'impact prévisible? Alors c'est une question d'actualité, de l'automatisation en général et de l'IA en particulier. Comme je vais aller vite, chaque fois je vais donner une référence pour aller plus loin, et là je vais prendre le Second Age of Machine, qui est un bon livre pour rentrer un petit peu dans ce sujet. Alors une fois qu'on s'est convaincu qu'il y a une question, la deuxième partie, toujours un peu brève, va poser se demander quelle est la cible. Une fois qu'on comprend que cette vague d'automatisation dont l'horizon n'est pas évident, mais l'ampleur, je vais essayer de vous en convaincre, est assez massive, vers quoi on va? Et là, je m'appuie sur les travaux du Xerfi, la cible de l'économie, donc je vais vous décliner ça avec un peu ma vision personnelle. Donc ça sera une entrée en matière aux débats qui vont avoir lieu pendant le reste de la soirée sur le monde du travail de demain, les entreprises de demain, un réseau avec différentes formes d'emploi. Sur le très long terme, je suis, contrairement à Keynes, pas pessimiste, je suis plutôt optimiste. En revanche, ça sera ma troisième partie. Pour moi, la question, c'est la question de la transition. C'est-à-dire que le point de départ est connu, le point de fuite, je vais essayer de vous montrer qu'il est assez enthousiasmant d'un point de vue humaniste, mais il y a une transition, il y a une destruction de jobs, et il y a une création de nouvelles opportunités. La question qui se pose, c'est comment ça se croise? Est-ce qu'il y a un gros trou au milieu? Et s'il y a un gros trou, il y a forcément des problèmes sociaux. Et donc, mon exposé, enfin mon pitch qui a été construit pour un séminaire de l'Académie, et qu'il y a un rôle absolument fondamental que les politiques doivent jouer, en particulier parce que, et j'y reviendrai tout à la fin, il y a une vision mondiale et une vision européenne, ce ne sont pas les mêmes, et s'il n'y a pas de régulation, on est plus petit, et donc on se fera aligner sur la vision mondiale, et à ce moment-là, on aura forcément... éviter le pire est peut-être un petit peu catastrophiste, mais enfin, je vais vous laisser juger. Alors, je commence par une photo d'une usine de Foxconn. Alors Foxconn est intéressant parce qu'en 2011, il a annoncé qu'il allait remplacer 300 000 de ses employés par 1 million de robots. Et Foxconn, pour tous ceux qui ont un iPhone dans la poche, là, c'est fabriqué en Chine. Et donc ça pose la question de manière dramatique, est-ce qu'on remplace 300 000 personnes par zéro? Le rapport qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est maintenant quelques années, c'est celui de Frey Osborne, qui dit quand on regarde de près, sans donner de date, on voit à peu près la moitié des emplois qui sont susceptibles d'être remplacés, menacés par l'automatisation. Depuis, il y a eu pas mal de contre-rapports. S'il y a des questions-réponses, j'y viendrai. Moi, je pense que le rapport de Frey Osborne est très juste et qu'il y a effectivement un potentiel fort de disruption de l'automatisation. Je vous ai cité le livre de Second Machine Age. Je vous engage à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ça vous permet de comprendre qu'effectivement, la vague, ce qu'on va pouvoir faire en termes de robotisation et de traitement automatique via à la fois l'IA et le traitement du langage naturel, ça touche vraiment beaucoup de nos activités, et même si vous n'êtes pas dans le domaine de la technologie. Dans les contre-rapports qui sont parus depuis, qui expliquent mais non, finalement, c'est plutôt 9, 10, 15%, il y a à mon avis deux erreurs. Il y a une première, c'est qu'on sous-estime profondément ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA d'ici 20 ans. Et deuxièmement, il y a l'idée que ce qui va se passer, ce n'est pas une disparition des jobs, mais une grande modification. Et alors là, moi, ma vision des choses, c'est que si on est capable de faire plus avec moins, on fait plus avec moins. Et donc, il y aura une réadaptation et qu'il y a bien donc une menace. Alors, les usines sans humains, ce n'est pas du tout du futur, c'est la réalité. J'ai commencé à travailler sur ce sujet-là après 2012, après une visite de l'usine Sharp à côté de Tokyo. C'est une usine qui fait plus de 2 km², donc c'est vraiment très grand. Il y a 20 personnes en tout et pour tout, donc on ne les voit jamais. Donc on passe 1 heure de visite et on voit absolument zéro humain. On se dit, bah, effectivement, ces usines-là, d'abord, elles peuvent être dans n'importe quel pays. Et elles seront probablement là où l'énergie est la moins chère. Et c'est évidemment une révolution qui se prépare,
Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore faire des smartphones comme ça, on peut faire des grandes dalles, mais ça ne saurait tarder. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Foxconn, c'est pour ça que je l'ai cité, c'est qu'en fait, il n'a pas tenu ses promesses. Il a annoncé ça en 2011, en disant je fais ça d'ici 3 ans, et on est en 2017, et il y a toujours 300 000 personnes qui travaillent chez Foxconn. Il y a de plus en plus de robots, mais on voit bien que c'est quand même un peu plus compliqué que ça en a l'air. Et ce qui me permet d'ajouter, sur le débat, est-ce que Frey Osborne ont raison, ou est-ce que c'est plutôt 9%, la difficulté, c'est de savoir, de situer le quand. Et c'est très difficile. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, et je ne vais pas vous dire c'est tant de pourcents à telle date. En revanche, et là, mon retour de la Singularity University m'a vraiment renforcé dans ma conviction. Le changement est parti, il est vraiment massif. Il y a dès aujourd'hui des tâches extrêmement complexes qu'on fait très très bien par des réseaux neuronaux. Alors, les réseaux neuronaux, ça demande deux choses, une masse énorme de données et un problème bien défini, qui est éventuellement difficile à résoudre, mais bien défini. Donc, exemple, un gestionnaire de portefeuille. Et donc, dans les gens qui assistaient à la Singularity University avec moi, il y avait des gens qui commençaient à gérer des portefeuilles avec du deep learning et avec des performances meilleures à celles des humains. Et vous avez vu récemment, il y a eu pas mal d'annonces, en particulier un article dans Scientific American, sur le fait que pour détecter des tumeurs sur des images de cancer, de radio, là, ça y est, maintenant, on fait mieux avec du deep learning qu'avec des experts humains. Dans les deux cas, ce sont des domaines très complexes, mais on a des pétabytes de données, et le problème est assez stable. Il y a des domaines où ce n'est pas le cas, et où pour l'instant, la machine a beaucoup de mal à faire aussi bien que l'homme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le déplacement des jobs dans les entreprises, ça va être plein de surprises. Ce n'est pas forcément là où on les attend. Et dernier point qui est aussi un élément du paysage, c'est qu'en fait, cette automatisation, ce n'est pas vraiment un robot ou un logiciel qui remplace un poste de travail, c'est plutôt l'environnement de travail qui devient intelligent et qui permet des gains de productivité qui font qu'à la fin, on se rend compte que pour une activité donnée, il y a plutôt moins de gens qui travaillent. Donc là, la photo, c'est les robots Kiva chez Amazon, qui est un cas intéressant parce qu'il y a encore des humains chez Amazon, mais ils ont un casque sur les oreilles et ils écoutent ce que dit le séquenceur qui est un algorithme. Donc on se dit, là, c'est vraiment un domaine où la full automatisation va arriver. Pourquoi elle n'est pas là dès aujourd'hui, c'est que curieusement, pour mettre les choses dans des boîtes, c'est plus compliqué que de déplacer des palettes. Alors j'espère que je ne vous saoule pas, je vais un peu vite, j'ai un timing à respecter. Un petit mot donc sur le paysage de l'emploi avec ce beau jardinier. Pour ça, je m'appuie sur un des papiers de McKinsey que j'aime beaucoup, qui définit, alors pour faire simple, parce que je ne vais pas rendre juste ce papier, l'activité en 3 catégories, de la production, de la transaction et de l'interaction. Et en disant toujours pour faire simple, la production, ça va être dominé par les robots, il faut un certain temps, mais ça arrive. La transaction, c'est un job pour l'intelligence artificielle. Il va nous rester les métiers d'interaction. Si on décide qu'ils doivent rester aux humains, c'est là que l'appel aux politiques devient important. Ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que ça nous dit qu'on se fasse préparer à un changement assez radical. Tout ce qui s'automatise devient une commodité, la capacité à faire de la marge va baisser, et au contraire, tout ce qui donne lieu à une interaction va prendre de plus en plus de valeur, et c'est le lieu de la différenciation. Pour prendre un exemple dans l'assurance, aujourd'hui, vous achetez un contrat d'assurance, c'est le produit noble, et l'assistance, c'est le service qui va avec, c'est le porte-clés. Et plus on va être capable d'automatiser toute la partie underwriting, claim processing, tout ça, plus c'est finalement l'interaction qui va devenir importante, et on va aller vers finalement de la continuité de service, du facility management, de l'assistance aux personnes, où l'assurance est un produit qui se trouve derrière. Si je reviens à mon jardinier, finalement le jardinier dans 20 ans, c'est avant tout quelqu'un qui vous raconte une histoire de jardin, probablement quelqu'un qui s'appuie sur des plateformes technologiques, que ce soit un robot autonome qui va tondre la pelouse pendant que le jardinier est en train de parler avec vous, ou voir un robot que le jardinier est en train de programmer en lui parlant, puisque si on se met dans 20 ans, on se dit, il y a une partie de la technologie qui sera vraiment accessible à tout le monde. Alors une fois qu'on a dit tout ça, parlons un petit peu dans ce monde dans 20 ans, je le mets à peu près dans 20 ans, alors comme je l'ai dit, je n'ai pas de boule de cristal, c'est entre 15 et 40. À quoi il ressemble? Alors je suis persuadé qu'on continuera dans des entreprises. Et ça, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, c'est parce que ma vision depuis 20 ans consiste à constater que les entreprises s'attaquent à des problèmes de plus en plus complexes, et que pour résoudre la complexité, il faut la synchronicité, il faut des gens qui travaillent ensemble.
Si vous regardez le mode de travail de la Silicon Valley, si vous regardez tout ce qui se passe dans le monde de l'innovation, ce n'est pas des plateformes à la Uber avec des gens qui ne se parlent pas, c'est au contraire des gens qui vivent ensemble. En revanche, il y a un phénomène de concentration, et ça il a commencé, et il ne va te faire que ça. Tout ce qui est dématérialisé, ça se concentre très bien, et donc ces entreprises de 2030, elles emploieront moins de personnes, ce qui donc pose la question pour laquelle nous sommes là. Elles emploieront moins de personnes, elles créeront en revanche des plateformes, des lieux de création de valeur, et s'il y a moins de grands acteurs, avec toujours autant d'êtres humains, c'est vrai qu'il y a plus d'interfaces, il y a plus de possibilités de créer des zones intermédiaires de création de valeur locales aux interfaces entre les populations et les grandes plateformes. Et c'est probablement là qu'il y a un gisement de déplacement d'emploi. Alors comme ça c'est un peu abstrait, je vais vous faire un petit dessin juste après pour revenir. Dans la pratique, le domaine massif, c'est le domaine des services aux personnes, et en particulier de l'économie quaternaire. L'économie quaternaire étant un ensemble à la fois de services, de produits et une prestation intégrée qui dépasse un peu les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, et dans lequel on retrouve des choses qui ne vont pas vous surprendre, telles que, évidemment, l'éducation, la médecine, mais aussi la cuisine, enfin tous ces métiers d'interaction dont on peut penser, je vais essayer de vous en convaincre dans les 10 minutes qui restent, que la révolution technologique va au contraire créer des tas de domaines nouveaux plutôt que refermer la part du gâteau. Alors, je suis désolé, j'ai zappé trop vite, et donc je suis plutôt, voilà, c'est le fait de parler autour. Donc j'étais en train de vous raconter ça, et le fait qu'il y a dans ce monde d'interaction plein de domaines anciens, mais avec des nouvelles opportunités. Alors, un des sujets qui est un peu une facétie en cette période de campagne électorale, c'est-à-dire si on regarde finalement les finalités sociétales de toutes ces activités d'interaction, c'est avant tout de la dépense publique. Or, on sait tous que l'état de nos finances ne permet pas de... Dans une version précédente des slides, j'avais mis plus de fonctionnaires, mais ça vraiment, ça ne passait pas du tout. Donc, finalement, ce qu'on peut imaginer, c'est plutôt que l'État arrête de travailler sur un mode tayloriste hérité du 19e siècle, avec beaucoup de gens trop payés pour faire tourner la bureaucratie, et concentre sa valeur sur ce qui crée de la valeur, c'est-à-dire l'interaction face aux citoyens. Donc ça, c'est le clin d'œil un peu politique. Alors je dis que je ferai un petit dessin pour revenir sur cette histoire de création de valeur aux frontières, parce que c'était un peu abstrait. Alors je commence par un autre dessin abstrait. Là, vous avez des ronds et les cercles autour, c'est des zones de chalandise. C'est un endroit où vous pouvez exprimer votre compétence, votre talent, que ce soit cuisinier ou développeur ou peintre. Et pour faire simple, plus vous êtes talentueux, plus vous pouvez attirer du monde, et donc plus vous pouvez gagner de l'argent. Si vous êtes vraiment talentueux, ça devient un business, et si vous êtes vraiment encore plus talentueux, ça devient une entreprise. Donc ça, c'est l'idée sous-jacente de dire, dans un monde de grosses plateformes, il reste des zones locales. Je vous donnerai des exemples plus concrets tout à l'heure pour que ça parle, avec l'histoire d'un cuisinier. Ça se décline comme ça se décline comme ce qu'on appelle un power law dans le monde systémique, c'est-à-dire, on dit finalement, là, et c'est en train de se creuser, là, il y a peu d'opportunités, et plus on digitalise, moins il y en a, mais c'est des opportunités de faire plein de valeurs. C'est là qu'on va trouver les nouveaux acteurs dominants du numérique, puisque effectivement, c'est quand même un modèle où le winner take all. Et à l'inverse, on a sur les frontières, parce que là, vous avez la beauté des métiers d'interaction, c'est qu'ils ne se délocalisent pas. Donc, là où ça ne sert à rien de protéger le travail des robots en mettant des taxes sur les robots, parce qu'ils vont juste habiter dans le pays d'à côté où il n'y a pas de taxes, le domaine de l'interaction est un domaine où on peut réfléchir, on peut faire de la politique. Et là, on a des opportunités, mais comme vous allez voir tout à l'heure, évidemment, elles ne créent pas assez de valeur. Donc, gardez ça en mémoire, et on va revenir juste après avec un autre dessin. Alors, pour être concret, là, vous avez une jolie chaussure tirée d'un exposé de Avi Reichental, qui est un TED Talk que je vous recommande chaleureusement. Donc, Avi Reichental, c'est un spécialiste du 3D printing, et là, vous avez une chaussure qui est un mélange d'une structure imprimée en 3D parfaitement adaptée à la morphologie de la personne qui a la chaussure, et d'un peu de travail de cordonnerie. Et l'exposé est intéressant parce que le grand-père de Avi Reichental est venu en Europe, aux États-Unis depuis l'Europe, et au départ c'était un cordonnier, il y a après 70 ans, à l'époque on faisait encore des chaussures sur mesure. Et son pitch, qui est un pitch intéressant, c'est ce monde de technologie va nous permettre de revenir à de l'artisanat de masse. En disant finalement, l'idée d'avoir tous des vêtements industriels ou des meubles Ikea, il n'y a pas de raison que ça dure. Si vous vous rappelez des meubles de vos grands-mères, ils durent beaucoup plus longtemps.
Et la seule raison pour laquelle vous avez des meubles Ikea, c'est que quand vous êtes un jeune employé, c'est la seule chose que vous pouvez vous offrir. Et donc, je vais y revenir, on va voir que ce monde de la technologie permet de, si on est capable d'utiliser ces nouvelles frontières, d'aller créer des nouvelles poches. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que l'idée est formidable que les robots font tous les jobs pénibles et il nous reste tous les jobs super d'être créatifs et designers. C'est très bien pour 10 000 ou 100 000 personnes, mais sûrement pas pour 7 milliards d'individus. Donc, il faut inventer autre chose, mais toujours en mode pitch commercial un peu simple. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une qualité de vie des aristocrates du XIXe siècle qu'on pourrait tous obtenir en faisant le bon déplacement de notre modèle économique et de la technologie. Donc, par exemple, tous avoir des vêtements, des meubles sur mesure. Donc ça, c'est une des promesses du 3D, ou aussi tous avoir accès à votre cuisinier, enfin, tous ces services. Ou pour prendre un dernier exemple, il y a plusieurs millions de Français qui sont des peintres amateurs, qui font de la peinture, qui ne peuvent absolument pas en vivre, évidemment. Et une des questions, c'est comment on fait pour déplacer les équilibres économiques pour que plus de gens puissent vivre de leur talent en exploitant l'espèce de petit schéma bizarre que je vous ai fait tout à l'heure, et donc je vais y revenir. Alors, ça m'amène au revenu universel. Je vais arriver avec mes gros sabots un peu. Alors, pas la version de Benoît Hamon du revenu d'activité sociale, enfin, je pense qu'il a sa vertu, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt la version, comment je déplace l'équilibre économique que je vous ai montré. Dans ce monde digital, il crée de la concentration, j'ai besoin d'avoir une force de rappel pour que les opportunités sur la partie de ma courbe, je puisse les faire revenir. Alors ça, c'est la vision revenu universel MIT, qui consiste à dire, il y a plus de gens qui pourraient être entrepreneurs. Alors en France, on a quand même déjà plus d'1 million de micro-entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, mais on pourrait en avoir encore plus si on mettait les incentives qui vont bien. Et ça fait à ce moment-là un revenu universel qui correspond, alors je ne suis pas très doué avec ma souris, qui correspond à offrir à chacun la possibilité de contribuer à la société en faisant quelque chose d'utile. Et pour ceux qui... Alors nous, on a un grand spécialiste du sujet à l'Académie des technologies qui est Michel Godet. Il y a plusieurs millions de Français qui vivent, entre guillemets, des revenus de solidarité, qui en fait ont une contribution sociétale extraordinaire en tant que bénévoles, et qui finalement ont parfaitement trouvé leur place dans la société et sont fondamentaux. En fait, on en a profondément besoin. Et une des questions, c'est est-ce qu'en utilisant un revenu universel, on est capable de pérenniser ça, plutôt que d'avoir une espèce de désadéquation entre des gens qui font des choses utiles et qui ont trouvé leur utilité personnelle et qui, par ailleurs, vivent d'une allocation sociale, je dirais, qui n'est pas forcément en adéquation avec la finalité. Alors, je reviens sur mon petit dessin. Donc, le revenu universel, le pitch façon Silicon Valley, consiste à dire, au départ, il y a les choses que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur, sauf si le risque est trop élevé, ou sauf si, évidemment, ça ne rapporte rien, ou pas assez. Et l'intérêt du revenu universel, c'est justement, en apportant un complément, de déplacer ces deux frontières, pour permettre soit d'aller prendre plus de risques, ou soit je reprends mon peintre amateur qui peut vendre un tableau à 200 € tous les 3 mois, ben, ce n'est pas avec ça qu'il va en vivre, mais peut-être qu'avec une petite incentive, on va pouvoir lui donner un petit rayon de chalandise. C'est pour ça que la notion de maillage de territoire et de maillage géographique est important. Et donc, si je reviens sur mon dessin, alors normalement, il y a un certain nombre d'ingénieurs dans la salle, c'est pour ça que je me suis permis de rajouter. Vous avez droit au slide façon TED avec des images et des slogans, puis quelques petites formules en plus. Donc, ce qu'on est arrivé à faire avec ce revenu universel, c'est déplacer la barrière cette barrière de potentiel, ce qui vous rend votre activité rentable, pour avoir plus d'opportunités, pour compenser tous ces jobs perdus par l'automatisation. Voilà. Donc c'est ça le pitch que je vous propose. Alors là, vous avez quelqu'un, c'est une vraie photo, donc tiré d'une petite boîte en France qui fait du cuisinier à domicile. Alors ça, c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux. Et vous voyez bien, si vous prenez la notion de cuisinier, qu'il y a du talent à toutes les échelles. Si vous êtes vraiment mauvais, il y a juste à votre famille que vous pouvez imposer votre talent. Si vous êtes un tout petit peu meilleur, vous pouvez peut-être vendre vos trucs dans la cage d'escalier. Puis sinon, vous êtes un cuisinier de rue, puis après, vous commencez à tenir un bar dans le quartier, puis à ce moment, vous rentrez dans les vrais métiers, vous avez un restaurant dans la ville, et puis après, vous avez un 3 étoiles, et là, tout le monde vient vous voir. Donc, il y a bien une notion d'échelle géographique, et l'intérêt à la fois de la plateforme technologique qui va permettre à tout le monde d'être un meilleur cuisinier, et d'un changement de modèle société qui crée des incentives pour refaire du maillage local, c'est de faire apparaître ces opportunités.
Alors ça n'est pas la solution universelle, ce n'est pas 60 millions de Français, 60 millions d'auto-entrepreneurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que dans 2030, il y aura encore des entreprises et encore des salariés. Il y aura de plus en plus de freelance, donc ça, vous savez aussi bien que moi probablement que c'est un mouvement en marche. Aux États-Unis, le nombre de gens qui travaillent en freelance a franchement augmenté. En France, ça suit un chemin un peu plus lent, mais à peu près le même chemin. Donc, on va vers une espèce d'équilibre avec différentes catégories, donc une espèce de mosaïque. Mais pour que cette mosaïque, la somme, nous permette d'avoir une pleine utilité sociale et pas simplement un plein emploi, il y a besoin d'être un peu créatif. Alors pour ouvrir aussi le débat de la deuxième partie de la journée, j'ai été frappé au sein de la Singularity University, donc dans le temple de la Exponential Thinking, cette citation-là, qui est un des gourous, qui dit finalement, alors je ne sais pas qui a lu Exponential Organizations. Un peu, oui. Alors je vous recommande, très bon livre. Le pitch, c'est face au changement massif et constant de technologie, les entreprises doivent s'organiser autrement. Donc je vous laisse découvrir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la personne qui a écrit le livre dit quand même, c'est pas sûr que travailler dans cette entreprise-là, nouvelle, en réseau, ça soit aussi simple que ça et aussi facile que ça. Et donc c'est même dit, it worsens the fate of labor. Donc il y a un vrai besoin de repenser le contrat de travail, parce que ce travail dans ce monde de demain n'est pas forcément simple. Il est engageant, il est passionnant, mais il n'est pas forcément simple. Ce qui est intéressant, et je vais en terminer là, c'est que de toute façon, cette transformation, elle n'est pas juste subie, elle est aussi aspirationnelle. Alors tous ceux d'entre vous qui cherchent à embaucher des millennials le savent, le mode de travail, la gig economy, pour reprendre les termes de Thierry Breton, c'est une réalité, ça se touche déjà, alors plus ou moins suivant les pays. Donc ce mode de travail différent avec des gens qui sont en freelance, des gens qui sont à la périphérie, est quelque chose qui a déjà commencé. Alors, pour terminer, 3 idées simples. La première, si vous avez des enfants, c'est qu'il faut leur faire lire le bouquin de Daniel Pink qui s'appelle « L'homme aux 2 cerveaux » en français et « Whole New Mind » en anglais, dont le pitch est... C'est un livre intéressant parce qu'il a maintenant déjà plus de 10-15 ans, et il traite exactement cette question, quels seront les métiers de demain? Et pour faire simple, il dit, voilà, les métiers de demain, ce seront les métiers de cerveau droit, alors avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de cette métaphore, mais autour de la créativité, du storytelling, du design, de l'émotion, etc. La deuxième idée forte, c'est que, à cause de la concentration inhérente au numérique et de l'automatisation forte qui arrive, on va vers une transformation assez profonde du modèle économique et de création et distribution de valeur, avec vraiment des grandes plateformes mondiales et puis des réseaux à multi-échelles. Et ça va changer. Et je reviens sur le fait que ça va changer qu'on soit d'accord ou pas. Et la question qu'on peut avoir en tant qu'Européen avec un modèle social dont on peut être fier, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que notre modèle s'adapte à cette nouvelle distribution des talents, des compétences et des modes de distribution. Et puis le dernier point qui me semble important, c'est de se préparer à revaloriser les métiers d'interaction. Donc c'est très important pour nous Français, alors surtout pour moi, mais on est très conceptuel dans notre éducation, et on survalorise la réflexion et la conceptualisation. Or, il est clair que les métiers de demain sont des métiers d'interaction. Si on veut avoir en 2030 des populations épanouies dans ces métiers d'interaction, il est temps de se débarrasser de nos préjugés et de nos clichés. Donc ça, on a à l'Académie de technologie toute une réflexion sur la revalorisation des filières d'enseignement technique et des filières, tous les métiers traditionnels. Et on a un changement sociétal devant nous pour lequel il faut se préparer. Et je vais arrêter là, je suis à peu près dans les temps. Non, Yves, on va prendre quelques questions de la salle. Je n'ai pas vu des questions, merci pour vos tweets. Alors, est-ce que ça vous inspire des questions? Non, Jean-Marc Daniel qui a écouté bien attentivement. Moi, j'avais une question. Merci beaucoup, c'était très brillant et très intéressant. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que vous appelez exactement des métiers d'interaction? Avec peut-être quelques exemples. Alors, oui, parce que quand j'ai donné cet exposé à des gens qui font de la robotique, ils m'ont dit, nous, on fait de l'interaction. Donc, j'appelle métier d'interaction un moment entre deux personnes, deux humains des deux côtés, et où la dimension de, si on était un peu farceur, on dirait
la mise en place des réseaux, des neurones miroirs dans le cerveau, le fait que vous parliez à un humain joue de la valeur. Donc quand je vais chez un coiffeur, surtout moi qui ai beaucoup de cheveux, l'interaction humaine est fondamentale, ça fait partie de la valeur. Donc c'est tout métier dans lequel le fait d'avoir un échange d'un humain vers un autre humain apporte un plus. Et après, c'est un peu vague. C'est à définir. Bonjour, merci pour cet exposé. Vous disiez tout à l'heure qu'aux États-Unis, il y avait une montée flagrante des freelances, qu'en France, on était occupé à faire notre petit bout de chemin avec le statut notamment d'auto-entrepreneur. Ne pensez-vous pas que c'est un aveu d'échec en réalité des grandes entreprises, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui soient freelance? Enfin, par exemple, moi, c'est mon cas, je suis auto-entrepreneur, mais c'est bien parce que les grandes entreprises ne sont plus capables de proposer des CDI. Mais voilà. Alors, c'est une question qu'on m'a déjà posée, et probablement la réponse, il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a, et ça doit aussi dépendre des territoires géographiques, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les limites du modèle actuel, mais il y a aussi une vraie aspiration à travailler autrement, donc c'est un mélange entre les deux. Et après, comme je ne suis pas un sociologue, je suis en second-hand information là-dessus, donc je ne suis pas un grand spécialiste. On a une question ici, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup? Jamie Chafaï, consultant. Dans votre exposé, il manque un volet, il manque un paramètre, il manque une force qui est fondamentale. C'est greed, c'est l'aspiration, le moteur qui fait que la concentration de type Uber permet de concentrer les revenus, la concentration de type plateforme permet de concentrer les revenus. Qui est-ce qui va faire que ce moteur-là va tout d'un coup se transformer en incentive pour permettre à des petits acteurs locaux de développer leurs compétences? Il y a un jeu entre ces deux forces. Oui, alors, c'est un très bon point. Mon intuition est que malheureusement, tout job qui se fait bien par une plateforme, alors Uber est un cas un petit peu particulier, mais va être automatisé. C'est-à-dire que ma réponse serait de dire finalement, le vrai job d'interaction locale, celui avec votre jardinier, votre cuisinier, ou la personne qui va raconter des histoires aux enfants, ou prendre soin de vos parents âgés, tout ça, bien sûr, ça peut être géré par des plateformes. Mais il y a néanmoins un pouvoir, il y a un certain pouvoir, et alors on va le voir avec ce qui se passe avec Uber, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut penser que dans un contrat de valeur d'interaction, les deux participants ne sont pas en perte de pouvoir complète par rapport à la plateforme centrale. Alors que pour un service dématérialisé, les facteurs d'échelle, ce qui fait qu'il y a une telle valeur à être un Google, un Facebook, est tellement important que le rapport de force entre moi et Facebook est vraiment très, 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 très mauvais. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a une limite, il y a une zone un peu intermédiaire, c'est-à-dire de métiers qui seront, parce qu'après tout, un chauffeur de taxi, c'est encore aussi un métier d'interaction, et c'est à la fois un métier qui va passer dans la voiture autonome. Et il est entre les deux. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise dans ma réponse. Il y a une zone grise. Je pense que il y a un continuum. Ce n'est pas blanc et noir. Il y a des métiers qui se prêtent vraiment bien à l'automatisation. Et cela, de toute façon, la concentration mondiale jouera son effet. Alors, heureusement ou malheureusement, selon son point de vue. Et ce qui est plus maillé sur le territoire, parce que lié à une notion de proximité, se protège mieux. Ce que j'essaie de dire, qui est un peu subtil, c'est que ce qui est plus facile à protéger sont les jobs qui créent peu de valeur. Alors après, ils peuvent quand même se faire manger par une plateforme, mais c'est là que le politique a un rôle à jouer. C'est le job à faible valeur marginale, est-ce qu'il est absorbé par la plateforme ou est-ce qu'il est absorbé par la société qui le protège? Et ça, c'est un choix entre les mains des électeurs. Allez, plus que 2 questions. Benoît Georges, je suis journaliste. Pour rebondir sur la question de tout à l'heure sur l'avidité, comment on finance tout ça? Parce que si les plateformes concentrent la valeur et ne payent pas, ce qui est le cas aujourd'hui, tous les gens qui sont auto-entrepreneurs, à qui on va demander d'être souple, de naviguer, d'avoir un filet de sécurité, comment on finance ce filet de sécurité? Alors, c'est une bonne question. Je vais répondre, mais je n'ai pas la réponse. Je veux dire, faut pas... je suis relativement compétent en IA et relativement compétent sur ce genre de sujet, mais pas sur tout. Il y a un certain nombre
de choses qui sont vertueuses. Par exemple, on aurait dû faire une taxe carbone. Ça, c'est vertueux, et c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas fait, peut-être qu'on le fera un jour. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme je disais, par exemple, on peut taxer des robots si c'est des robots qui sont non délocalisables. La personne qui vous est l'hôtesse d'accueil, si un jour on la remplace par un robot, on peut décider que ça a un coût, et que la société peut décider que ce changement, cette automatisation-là, on peut la protéger. Le bras robot qui est en train de souder, etc., c'est difficilement protégeable parce que ailleurs ça l'est pas, et donc si vous le faites, vous tirez une balle dans le pied. Et, voilà. Donc la question, si je reformule, c'est est-ce que avec la création de valeur, parce que suivant l'économie, je fais le pari que tout ça, ça crée de la valeur. Donc est-ce que dans la création de valeur, il y a des flux qui sont suffisamment proches de la vie des gens pour qu'ils soient fixés géographiquement et qu'on puisse effectivement ponctionner une partie de valeur ajoutée pour nourrir ce système de protection. Je pense que oui, c'est pas gagné. Je serais prêt à entendre des tas de gens m'expliquant que c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est ça que j'imagine. J'imagine une société qui décide de protéger son tissu d'interaction locale et à ce moment-là, qui crée un mécanisme de redistribution pour protéger ce réseau. Alors, ces thèmes-là vont être abordés aussi dans les tables rondes. Donc, je vais donner la parole pour une dernière question. Yves Cazot est encore là. Vous pourrez lui poser des questions tout à l'heure. Mais il y en a certaines qui seront, encore une fois, auxquelles les intervenants vont peut-être aussi répondre tout à l'heure. Une dernière question. Thierry Delay, MyConnecting. Quels sont les leviers de réussite en termes d'éducation et de formation pour faire face à ces enjeux ? Alors, il y en a deux pour moi. Il y a l'approche finlandaise, si vous avez vu le programme de la Finlande pour redéfinir un peu son curriculum, et qui est vraiment Daniel Pink, le cerveau droit. Donc ça, c'est assez clair. Et le second, c'est la revalorisation des métiers manuels et des métiers d'interaction. Et ça me semble vraiment important parce que, comme je l'ai dit dans un des slides, je pense qu'on a un petit peu plus de temps. Je ne fais pas partie des gens catastrophistes sur tout ce que je viens de vous dire, ça arrive d'ici 5 ans, c'est affreux. En revanche, je pense que les gens qui disent l'IA, ça ne marche pas vraiment, ça fait 30 ans qu'on en parle, et donc, dormez tranquille, il n'y a que 10% des jobs concernés, ça, je pense que c'est vraiment pas vrai. Donc, on a un peu plus de temps, mais c'est extrêmement massif, cette transformation. Donc, c'est maintenant dans les écoles qu'il faut s'en occuper. Merci Yves Cazot, on peut l'applaudir.